Aujourd'hui, dans les tripes du Doob, 1 milliard de dollars. C'est ce qu'a coûté la construction d'IMG Worlds of Adventure, parc situé à Dubaï. 1 milliard de dollars pour construire un parc entièrement indoor, suffisamment grand pour faire tenir l'intégralité de Nigloland entre ses murs, avec des licences comme Marvel ou Cartoon Network, des dinosaures à perte de vue, du coaster et du dark ride comportant des technologies de pointe de l'industrie. Sur le papier, difficile de faire plus ambitieux. Mais alors, est-ce que pour faire un bon parc, il vaut mieux avoir 1 milliard de dollars ou 1 milliard d'idées? La réponse tout de suite dans ce nouvel épisode. Et ouais, comme vous le voyez, je crève de chaud, c'est la canicule, c'est horrible, les éclairages, l'ordinateur, la pièce close, on est sous le toit, c'est vraiment parfait. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour parler d'IMG Worlds of Adventure. Il s'agit donc du 3e jour de notre trip aux Émirats, le 2e jour ayant été consacré à Atlantis, le meilleur parc aquatique des Émirats, et même l'un des meilleurs parcs aquatiques du monde. Maintenant, vu qu'on est aux Émirats, je ne suis pas allé filmer quoi que ce soit lors de ma visite d'Atlantis, étant donné que les mœurs de ce pays font qu'on ne filme pas les gens en maillot de bain, et je ne voulais pas mettre qui que ce soit mal à l'aise avec une caméra. Sachez simplement que c'est un parc qui vaut clairement la visite avec une offre pléthorique et de très grande qualité. Mais revenons-en à IMG Worlds of Adventure. IMG, c'est l'un des plus grands parcs indoor du monde, il a même été à son ouverture le plus grand parc indoor du monde, il a été conçu par le groupe IMG qui signifie Ilyas and Mustafa Galadari Group, qui est un groupe qui a eu en charge notamment le développement de la City of Arabia, qui est un projet faisant partie de Dubailand. Dubailand, c'est un gigantesque projet de zone résidentielle, de loisirs et de divertissement, où était notamment prévu Universal Dubai, dont vous verrez une relique au sein de cette vidéo. Ouvert en 2016, IMG Worlds of Adventure a coûté 1 milliard d'euros à ses investisseurs, qui ont voulu frapper très fort dès le début, avec notamment l'exploitation de licences très puissantes telles que Marvel ou Cartoon Network. Maintenant, reste à savoir si les licences suffisent à faire un bon parc, et donc si le parc vaut le coup. Et pour savoir tout ça, c'est très simple, je vous laisse immédiatement avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. 3e jour de notre trip aux Émirats, et ce coup-ci, nous quittons notre hôtel pour rouler 30 minutes dans le désert afin de rejoindre notre destination du jour. J'ai nommé IMG Worlds of Adventure. Au programme ici, un parc ayant coûté la modique somme d'1 milliard de dollars, le tout quasiment intégralement construit en intérieur, qui fut à son ouverture le plus grand parc indoor du monde. D'ailleurs, fun fact, sachez qu'en termes de superficie, le parc peut contenir l'intégralité de Nigloland entre ses murs. Et ça, c'est quand même pas rien. Merci Trips & Pics pour cette croustillante anecdote. Arrivé sur le parking absolument désert, nous nous garons à 50 mètres de l'entrée du parc et grimpons dans la golfette d'un employé qui a pour charge de ramener les visiteurs du parking jusqu'à l'entrée. Mais vu qu'on était garé à 50 mètres, disons que ça rendait la situation assez ridicule. Genre on aurait eu aussi vite fait d'y aller à pied, mais devant l'insistance du gars qui avait peur de perdre son job en nous laissant marcher, on n'a pas cherché à parlementer. Bon, nous voici donc devant l'entrée du parc et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est pas tous les jours qu'on découvre un parc qui a coûté plus d'1 milliard de dollars, avec des dinosaures, beaucoup de dinosaures, à quoi s'ajoute une ribambelle de licences allant de Marvel à Cartoon Network. Allez, c'est parti mon kiki, allons voir ce que ce parc a dans le ventre et attendons quelques instants proche des tourniquets d'accès à celui-ci car le parc ouvrira dans quelques minutes seulement. D'ailleurs, vous pouvez constater à quel point il y a foule, on est à 5 minutes de l'ouverture et vous avez dans ce plan tous les visiteurs actuellement présents pour visiter le parc ce jour. Tuons donc ces 5 minutes d'attente et allons voir un animatronique de tyrannosaure situé à l'entrée du parc à faire frémir ceux de Steven Spielberg ou en assistant à un show d'ouverture pas forcément nécessaire, un bras embarrassant et même un petit peu ridicule, surtout en ce qui concerne les costumes des performers qui ne sont pas franchement d'une très grande qualité. Non mais par pitié, qu'est-ce que c'est que ce Hulk là? C'est vraiment ça notre premier contact avec ce parc à 1 milliard de dollars? Un costume aussi horrible et cheap que ça? Ouais, bah on va faire comme si on n'avait rien vu, hein, parce que sinon on pourrait commencer à avoir des craintes concernant la suite des événements. Ça y est, le parc est officiellement ouvert, l'occasion pour nous d'en découvrir sa Main Street, appelée IMG Boulevard, comprenant une ribambelle de boutiques et de restaurants surstaffés, chacun d'entre eux comportant entre 5 et 10 employés. Donc clairement, ce jour, il y avait largement plus d'employés que de visiteurs sur le parc, et de ce qu'on m'en a dit, c'était pas que ce jour. La Main Street fait grandement penser à l'ancien Studio 1 des Walt Disney Studios et ne comporte qu'une seule attraction qui n'est autre qu'un walkthrough horrifique, totalement insignifiant et absolument pas flippant pour un sou. Il y a un peu de déco, mais l'employé est mieux maquillé que la maison est soignée, c'est franchement indigne d'un parc à 1 milliard de dollars, donc c'est aussitôt fait, aussitôt oublié. Passons-en maintenant à la Marvel Zone,
design, très inspirée de celle du quartier Marvel d'Islands of Adventure, que ce soit au niveau des couleurs, des gratte-ciel, des personnages et des devantures en 2D, mais aussi avec un niveau de finition bien plus en dessous que ce que nous propose le parc d'Universal. Et encore une fois, pour un parc à 1 milliard, ça fait franchement tiquer. Commençons ici avec le premier crédit de cette journée, à savoir Spider-Man Doc Ock's Revenge, un spinning coaster signé McRides et ouvert en 2016. Côté parcours, c'est très simple, ce coaster est une copie de Sierra Sidewinder à Knott's Berry Farm, comme peut aussi l'être Storm Chaser à Bolton's Park, ou encore le tout récent Reversum à Leolandia. Allez, entrons donc dans la file disposant d'une déco simple mais efficace, que nous n'aurons que peu le temps d'explorer, étant donné que l'affluence du jour est particulièrement ridicule. Le temps quand même de constater que les graffitis dans les files d'attente n'épargnent aucun pays de la planète, parce que là, côté Spider-Man, les murs sont peut-être davantage recouverts d'encre de marqueur et de stylo que de peinture. Nous embarquons donc dans ces trains traditionnels des Spinning Mac à la Twist ou à la Dwervelwind, mais qui, contrairement à Toverland, ne disposent pas ici d'audio embarqué. L'audio, on y aura droit grâce à des haut-parleurs disposés un peu partout sur le parcours. On commence donc par l'ascension à l'aide du traditionnel lift dans un très joli tunnel qui ne lésine pas sur les effets, que ce soit au niveau de la fumée ou de l'éclairage aussi dynamique qu'esthétique. Maintenant, un lift c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est que le reste du parcours soit à la hauteur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a été très positivement surpris par ce Spider-Man Doc Ock's Revenge. C'est certes assez court parce qu'il se passe une trentaine de secondes entre le sommet du lift et les freins finaux, mais la proposition est d'excellente facture, avec des décors simples mais très efficace, un light show qui fonctionne tout à fait bien, des haut-parleurs qui dynamisent le parcours avec une bande son très à propos, et surtout un parcours bien punchy qui permet en plus de bonnes rotations pour ajouter à l'intensité de la machine. Ça reste du familial, mais c'est du très bon familial, avec quelques bonnes phases d'accélération, quelques bons jets positifs et des portions que les rotations valorisent clairement. Bref, un très chouette coaster familial, à mon sens le meilleur du parc, car il est aussi surprenant qu'agréable à faire et à refaire. C'est court, c'est vrai, mais ça fonctionne bien, et c'est bien là l'essentiel. Poursuivons maintenant avec une autre attraction de la Marvel Zone, avec Avengers Battle of Ultron, un dark ride 4D pondu par Oceaneering et ouvert en 2016, très dans l'esprit de l'excellentissime Spider-Man d'Islands of Adventure. En tout cas, c'est ce que cet Avengers essaie d'être. Mais déjà, côté file d'attente, on est clairement à un niveau en dessous de ce que nous propose le Spider-Man d'Islands of Adventure. Genre, si c'est pour nous pondre une déco comme ça, autant ne rien faire du tout, car même des petits parcs régionaux à moins de 300 000 visiteurs annuels parviennent à faire mieux que ça. Ici, c'est pareil, que celui qui a pondu la déco se manifeste, afin qu'on lui dise tout le bien qu'on pense de son super tableau qui a dû demander 3 ans de brainstorming. Bon, mais allez, progressons dans cette gigantesque file d'attente toujours aussi vide et embarquons finalement dans ces nacelles signées Oceaneering qui sont peut-être ce que vous pourrez trouver de mieux sur cette attraction. Parce que, pour le reste, c'est franchement pas ça qu'est ça. Côté scénario, vous partirez avec vos potes Avengers pour taper sur le méchant Ultron, que vous finirez évidemment par vaincre. Nous embarquons donc à bord d'un hélicoptère, lunettes 3D vissées sur le nez, et nous suivons Iron Man, Hulk et autres Thor dans notre mission pour sauver l'humanité d'un destin funeste. Bon, je vous le donne en mille, c'est franchement pas terrible. Le film est bordélique, c'est vraiment pas joli, de type cinématique bien daté des années 2010, c'est assez mollasson, les écrans sont mal intégrés, les projections sont mal calibrées, et en aucun cas on a l'impression de participer en quoi que ce soit à cette aventure. C'est très largement en dessous d'un Spider-Man que ça tente d'imiter, sans jamais avoir un centième du génie du Dark Ride d'Universal, qui sait quant à lui nous donner l'impression de prendre part à ce qu'il se passe grâce à son parfait mélange d'écran et de décors tangibles, ainsi qu'au mouvement bluffant des véhicules qui donne le sentiment de se déplacer sur tous les axes possibles, horizontaux comme verticaux. De fait, voilà, Avengers Battle of Ultron, c'est franchement pas une grande réussite, et c'est pas non plus une attraction qui nous donnera envie d'en refaire un tour. On continue avec une autre attraction média présente dans cette zone Marvel, avec Hulk Epsilon Base 3D, un cinéma dynamique conçu par Dynamic Attraction, comprendre donc ici qu'il s'agit du grand frère de Chasseurs de Tornades au Futuroscope. L'attraction a ouvert en 2016 et propose aussi une file assez chiche en thématisation, en tout cas rien qu'il soit au niveau d'un parc avec une aussi grande ambition que celui-ci. Bref, on avance petit à petit dans les couloirs de la file et nous arrivons devant un pré-show dans lequel, aux surprises, on va encore avoir besoin de nous pour sauver le monde. Ici encore, on rejoindra Hulk et ses compères dans une opération militaire ayant pour objectif de réduire à néant les plans machiavéliques d'un énième méchant. Pour ce faire, on embarquera à bord d'une espèce d'engin circulaire appelé le Iris. Allez, le pré-show se termine, on arrive donc dans la grande salle d'embarquement et découvrons la fameuse plateforme circulaire sur laquelle nous allons nous installer. On attache les ceintures, on place une lunette 3D sur nos nez et le tour se lance. Nous découvrons donc que le dôme ainsi que toutes les parois autour de nous sont en fait des écrans sur lesquels sera projeté le film. La plateforme suivra chacun des mouvements de ce film en proposant des rotations à plus ou moins vive
d'allure, des tremblements, des rebonds et des mouvements de balancier. Avec tout ça, on se dit que ce Hulk Epsilon 3D aurait pu être une chouette attraction avec toutes les technologies qu'il combine. Malheureusement, comme sur Avengers Battle of Ultron, le film est bordélique, assez peu intéressant et la calibration laisse franchement à désirer, ce qui ne rend pas vraiment les 6 minutes de ride très agréables. On est donc très friand du concept qui peut laisser place à de très bonnes attractions, mais on est franchement moins friand de ce qu'ils en ont fait avec celle-ci. Que diriez-vous maintenant d'aller essayer le Talocan local? J'ai nommé Thor Thunderspin, un suspended top spin signé par nos amis allemands de Us et ouvert en 2016. Ça vous chauffe? Eh ben, ça tombe bien, moi aussi. Nous serons donc allés à deux avec Emmerich pour tâter cette bestiole qui s'avère en tout point inférieure à notre Talocan tant aimé. Que ce soit au niveau de la déco, du show en lui-même, des effets ou même du programme, tout est beaucoup plus intéressant sur Talocan. Ici, le programme est très court et ne proposera rien de plus qu'une série de tonneaux vers l'avant et une série de tonneaux vers l'arrière. Passé cela, c'est retour en station, fin du tour, et même si les rotations sont intenses et envoient ce qu'il faut de sang dans les pieds, on n'aurait pas été contre le fait d'avoir droit à une ou deux séries de tonneaux supplémentaires, ou à une séquence en hang time accompagnée par un peu de show. De fait, rayon top spin, on a certes fait pire, mais on a surtout fait beaucoup mieux. Prenons donc maintenant la route de la plus grande zone du parc, à savoir Lost Valley, qui est donc une zone faisant la part belle aux dinosaures, parce que, pourquoi pas, le tout enrobé avec des inspirations provenant du steampunk ou encore du film d'animation Dragon. Et quand je parle de dinosaures, je parle vraiment de dinosaures, avec des animatroniques disséminés un peu partout à travers les allées. Ça fait souvent cheap, mais parfois ça fonctionne bien. Perso, je pense que j'aurais adoré voir ça étant gamin. Il s'agit là de la plus jolie zone du parc, qui lorgne là aussi du côté d'Islands of Adventure, en faisant quelque peu penser à sa zone Jurassic Park. Après, les bonnes références, on les prend, et là pour le coup, il y a quelques endroits dans ce quartier dont on se doit de souligner l'effort. Typiquement, cette très jolie aire de jeu nommée Adventure Fortress est vraiment à mettre du côté des points positifs de ce quartier. Celle-ci est très fournie, joliment designée, dispose d'une chouette ambiance sonore et visuelle, comporte de nombreux toboggans et structures d'escalade, permet aux enfants comme aux adultes de bien crapahuter, c'est vraiment une installation bien pensée qui se pose même comme l'un des véritables points d'intérêt de cette zone. D'un autre côté, on va aussi avoir le carrousel dinosaure qui ne me pose pas de problème en soi, mais pour lequel je me demande franchement pourquoi ils utilisent le loop musical du carrousel de Disneyland Paris. Ah ouais, ça c'est vraiment un mystère, à croire que de trouver un loop original ou concordant avec le thème aurait provoqué un dépassement de budget. Attaquons-nous maintenant au crédit de Lost Valley, à commencer par Predator, un Eurofighter signé de nos amis allemands de Gerschlauer. Ce coaster ouvert en 2016, comme tous les coasters du parc, possède donc un parcours long de 361 mètres, haut de 22 mètres, le tout poussant à 70 km/h. Mais c'est aussi un parcours que vous connaissez bien, étant donné qu'il s'agit là d'un modèle de série que nous avons déjà rencontré dans les tripes du Doub. Eh oui, puisque Predator est un modèle 320+, donc exactement le même que Falcon à Duinrel. Côté déco, c'est simple mais plutôt bien fichu, que ce soit au niveau des trains ou bien du parcours en lui-même qui s'effectue dans un périmètre clôturé par des bâtiments thématiques et au cours duquel on trouvera de la fausse végétation. Concernant le parcours, c'est un 320+, donc après le lift à la verticale, on aura droit à la traditionnelle drop plus inclinée encore que le lift, puisqu'on est ici à 97 degrés. S'ensuit un loop bien serré mais plutôt doux qui passe très bien, un cutback qui a un peu tendance à ratatiner et qu'on aurait aimé plus ample, puis un demi-tour avant la Heartline Roll, demi-tour qui propose dans sa transition une bonne torgnole dont on se serait bien passé. L'Heartline Roll quant à elle passe sans encombre mais sans pour autant provoquer d'éjector comme on le trouvera sur Velociraptor, l'autre coaster de cette zone Lost Valley. Et voilà, c'en est fini de Predator, un coaster qui ne restera pas dans les annales mais qui demeure honnête malgré la grosse tarte qu'on se prend avant l'Heartline Roll. Pas de quoi sauter au plafond mais pas de quoi crier au scandale non plus. Petit point culturel histoire de vous en apprendre un peu plus sur les Émirats et sur leur rapport à la religion, vous saurez maintenant que les appels à la prière coupent tous les audios des allées du parc pour laisser place donc aux fameux appels lorsque le moment est venu.
vous avoue que pour nous occidentaux, ça nous a fait drôle, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Donc ne soyez pas surpris si, lors de votre visite d'un parc Dubaïote, un appel à la prière se met à retentir dans tout le parc. Passons-en maintenant au dernier coaster d'IMG, également le plus gros des trois, à savoir Velociraptor, un launch coaster signé Mack Rides et ouvert lui aussi en 2016. Au programme ici, un parcours de 1056 mètres de long, 38 mètres de hauteur pour une vitesse de 100 km/h. Et surtout, comme pour les deux autres coasters d'IMG, il ne s'agit pas ici d'un modèle custom, mais d'un clone d'un coaster bien connu que vous avez pour la plupart déjà ridé, à savoir Blue Fire. Velociraptor, c'est même pas une version en miroir, c'est vraiment Blue Fire au centimètre près. On s'engage donc dans cette file d'attente un peu disproportionnée, en tout cas beau témoignage du fait que le succès du parc est bien en deçà de leurs projections et de leurs espérances, car je n'ai jamais vu un seul trip report sur IMG disant que le parc était plein. Au contraire, c'est toujours vide. On passe donc cette file absolument immense qui ici ne fait aucun sens, même si je dois rappeler que le parc est prévu pour recevoir 20 000 visiteurs à la journée. Et là, on en est clairement très loin. Du genre en Europe, ça ferait longtemps que le parc aurait fermé. À l'issue de la file, nous trouverons bien évidemment la gare, et alors autant il y a de la musique et une ambiance sonore dans la file d'attente, autant dans la gare, il n'y a absolument rien de diffusé. Et clairement, on pourrait y entendre une mouche péter. L'ambiance y est absolument morte. Bon, qu'à cela ne tienne, nous ce qu'on veut, c'est le crédit. Alors on embarque dans ces trains toujours aussi confortables, et c'est parti pour rider Velociraptor. Comme pour Blue Fire, le ride commence avec une petite déambulation afin d'aller chercher la rampe du launch. Côté déco, on a une ambiance lumineuse verte et bleutée, de la fausse végétation, du sound design évoquant la présence de dinosaures, de la musique, et juste avant le launch, on a également droit à un pré-show. Celui-ci prend la forme d'un écran à notre droite sur lequel on trouvera une projection. Drôle d'idée que de nous obliger à regarder une surface plane juste à notre droite, d'autant que la projection n'est pas de très bonne qualité, et surtout que le rideau permettant de cacher la lumière face à nous va finir par s'ouvrir en plein milieu du dit pré-show, ce qui absorbera partiellement la lumière du projecteur qui peinera à délivrer suffisamment de puissance pour qu'on puisse continuer à en profiter convenablement. Bref, c'est débile, c'est mal pensé et vraiment mal branlé. Pour la suite, je ne vous ferai pas l'affront de vous détailler l'ensemble du parcours, c'est vraiment pile poil comme Blue Fire, à la différence près qu'ici, la transition avec l'extérieur explose vraiment la tronche. Bah oui, on est enfermé toute la journée dans un bâtiment très sombre et le seul contact qu'on a avec la lumière du jour se fait après un launch qui nous balance sans ménagement vers l'extérieur. De fait, je peux vous garantir que ça pique bien les yeux. Côté sensation, j'aime beaucoup Blue Fire, donc forcément, j'aime aussi beaucoup ce Velociraptor. C'est doux, c'est agréable, il y a de l'airtime, de bonnes inversions, surtout dans la Earthline Roll finale qui est une des meilleures inversions jamais designées sur un coaster, tant l'éjector y est fantastique. Par contre, encore une fois, ça manque de déco. On est loin de l'intégration du parcours de Blue Fire, tout ici fait assez cheap et assez convenu. Qu'à cela ne tienne, ça reste une bonne machine, mais de fait, on lui préférera la version d'Europa Park, pas grâce au parcours parce que c'est strictement le même, mais grâce à son package global beaucoup plus soigné du côté du parc allemand. Autre attraction notable de Lost Valley, c'est Forbidden Territory, un dark ride 4D signé Oceaneering et lui aussi ouvert en 2016, comme toutes les attractions du parc en fait. Et oui, parce que vous voulez un autre fun fact, depuis son ouverture en 2016, le parc n'a absolument reçu aucune nouveauté. Rien que chi, pot de couille, pot de zob. Ah bah, quand on vous dit que le parc n'a pas répondu aux attentes de ses investisseurs, c'en est là un bel exemple. Bon, mais revenons-en à Forbidden Territory. On a là affaire à une attraction lorgnant très fortement du côté du dinosaure d'Animal Kingdom, qui lui-même lorgne du côté d'Indiana Jones Adventure. On a donc ici droit à des véhicules avec plateforme montés sur vérin, imitant les mouvements d'un 4x4. L'idée, c'est de partir en expédition dans le territoire interdit, qu'il est pour une bonne raison, étant donné que celui-ci est truffé de dinosaures qui voudront faire de vous leurs 4 heures. Qu'à cela ne tienne, nous, on est clairement aventureux, on a été biberonné par Steven Spielberg, on connaît toutes les ruses des raptors et toute la force des tyrannosaures, alors c'est pas ce Forbidden Territory qui va nous intimider outre mesure. Donc oui, il y a des gens qui se sont perdus dans le territoire interdit, et oui, on va aller les chercher. Tout commence donc avec une vallée peuplée de dinosaures qui ne nous veulent pas de mal, typiquement du brachiosaure, donc du gros herbivore qui ne chercheront pas à venir vous becter. Évidemment, plus on va avancer, plus les dinosaures vont devenir hostiles, et plus les scènes vont devenir chaotiques, jusqu'à nous obliger à prendre la fuite après avoir retrouvé les aventuriers perdus. Fuite prise à cause de gros dinos pas sympas du tout, qui eux ont bien décidé de nous dévorer. Bon, alors pour tout vous dire, c'est vraiment pas terrible ce Forbidden Territory. Côté ambiance sonore, c'est à peu près bien géré, si c'était le guide qui nous hurle dans les oreilles pendant tout le tour, mais pour tout le reste, c'est complètement à côté de la plaque. Ça n'a absolument ni queue ni tête, on ne comprend rien à ce qu'on nous raconte, les écrans sont très mal intégrés, les projections sont parfois figées, les animatroniques sont extrêmement fatigués, genre certains ne bougent même plus tant la fatigue les a terrassés.
mais non mais regardez-moi ça, ce pauvre T-Rex quoi. La programmation des véhicules est aux fraises, le light show est catastrophique, la déco fait ultra cheap, bref, ce Forbidden Territory, c'est clairement pas un chef-d'œuvre. On ne vous parlera pas de la fin qui finit complètement en eau de boudin, de manière confuse et abrupte, sans qu'on ne comprenne trop pourquoi est-ce que tout s'arrête ici, au cours d'une attaque de dinos qui a lieu face à nous et dont on réchappe sans trop savoir comment. Genre nous on se barre tranquillement et on leur tourne le dos alors qu'ils sont encore en train de se battre quelques mètres derrière nous, alors que ce sont des carnivores de 15 mètres de hauteur et que forcément, il y en a bien un qui va finir par battre l'autre et s'intéresser à nous. Le narratif de l'attraction continuera alors que nous serons revenus en station et tous les arcs ouverts se clôtureront à l'aide de 3 phrases du genre « Merci d'être venu, vous avez sauvé le monde, bonne journée à IMG Worlds of Adventure ». Bref, là aussi, c'est aussitôt fait, aussitôt oublié et ça faisait franchement longtemps qu'on n'avait pas fait un Dark Ride aussi à côté de ses pompes. C'est donc sur cette très belle attraction qu'on quitte la zone Lost Valley pour nous rendre dans une zone au design un peu plus convenu et à la déco un peu moins convaincante, à savoir la zone Cartoon Network. Dans l'idée, on est assez proche de ce qu'ils ont fait avec la zone Marvel, mais tout ici est plus moche, plus cheap, et ça sent davantage le fait à la va-vite. Déjà que la zone Marvel d'IMG est une sous-zone de celle d'Islands of Adventure, ça vous donne une bonne idée de ce qu'est cette zone Cartoon Network. Commençons donc par la première attraction que nous avons raidée ici, à savoir Adventure Time, un suspended monorail ouvert en 2016. Adventure Time, c'est une série d'animation américaine diffusée entre 2010 et 2018 sur Cartoon Network, comportant 10 saisons et 283 épisodes. Série que je connais uniquement pour en avoir vu des petits bouts de ci de là, dans je ne sais même plus quel contexte. C'est pas du tout ma génération, je connais vraiment pas plus que ça, tout ce que je peux vous dire c'est que l'adaptation qu'ils en ont fait en attraction est vraiment sans intérêt. C'est très statique, ça raconte rien, c'est pas joli, y a pas un effort de fait sur la scénographie, donc passez votre chemin, y a absolument rien à voir. Attraction suivante, c'est The Amazing Ride of Gumball, un Dark Ride interactif signé ETF et Alterface qui a ouvert en 2016. Alors là, pour le coup, c'est une licence que je connais un peu mieux parce que mon petit frère la regardait étant plus jeune. Gumball, c'est assez fun, plutôt malin et c'est surtout une série qui dispose de plusieurs niveaux de lecture afin de parler aux enfants mais aussi aux parents. Après être donc entré dans le collège d'Elmore, un des lieux principaux de la série Gumball, on assiste à la foire scientifique de l'école. Les écoliers passent en revue leurs inventions, puis vient le tour de Gumball et de Darwin qui nous présentent la Domination Station, une invention capable de donner vie à des objets et des choses qui n'étaient pas censés prendre vie justement. De fait, la ville d'Elmore sombre dans le chaos et nous voici armés de nos pistolets afin de venir à bout de toutes ces choses qui foutent maintenant le bordel absolument partout. Dans l'idée, c'est plutôt bien ce Gumball, mais dans la réalisation, c'est encore une fois à côté de la plaque. Parce que le propre des Dark Ride interactifs, c'est justement de récompenser le rider dès lors qu'il atteint une cible. Par exemple en déclenchant une animation avec un élément du décor. Ici, rien de tout ça, tout est très statique, les cibles sont tantôt des appliques murales aussi moches qu'inutiles, tantôt de simples cibles numériques projetées sur des écrans mal intégrés, et rien ici n'interagit réellement avec vous. De fait, c'est pas organique, ça manque de vie, ça manque de fun, et il y a surtout pas grand chose à voir. La plupart des salles s'avérant aussi vides qu'insipides. Donc voilà, encore une fois, on ne sautera pas au plafond avec cette attraction d'IMG, et là, ça commence à faire une bonne liste d'attractions un peu bidons qui auraient vraiment mérité un bien meilleur traitement. Au rayon des licences que je ne connais que de nom, nous avons aussi Ben 10, représenté ici par Ben 10 Hero Time, un cinéma 4D ouvert en 2016. Au programme ici, pré-show à base d'écran dont on se fout complètement, parce qu'aujourd'hui, on a quand même du mal à faire un pré-show qui ne se compose pas uniquement d'un écran. Ouais voilà quoi, comme tout le reste dans ce parc, on sent beaucoup la fainéantise avec ce pré-show. On entre ensuite dans cette très grande salle de cinéma comportant un gigantesque écran, une salle tellement disproportionnée par rapport à l'affluence générale du parc que seules les 5 premières rangées sont fonctionnelles. Il n'y a que les 5 premières rangées qui sont fonctionnelles. Ah, j'ai hâte. Total de l'affaire, c'est nul à chier sur les murs, c'est vu et revu, le film est sans intérêt, et c'est là aussi aussitôt fait, aussitôt oublié. Bon, du coup, reste à envoyer la Team Gogol sur Powerpuff Girls Mojo's Robot Rampage, un Air Race Zamperla ouvert en 2016. Là, par contre, je connais parfaitement la licence, parce que je regardais moi-même avec grande assiduité les Super Nanas sur Cartoon Network quand j'étais gamin, au même titre que Johnny Bravo, ou encore que le laboratoire de Dexter. Sauf que là, c'est pas un Dark Ride, donc mon expertise
6 pour décortiquer les scènes, bah ça va être vite vu, et les Air Race, c'est vraiment pas pour moi. Hors de question que je foute mes fesses là-dedans. Donc nous aurons laissé nos amis Émeric et Valentin aller rider les super nanas. Et c'est vrai que dit comme ça, hors contexte, c'est quand même un peu chelou. Bon, vous vous doutez bien que c'était pas le tour du siècle, et que ces messieurs n'ont pas franchement été ravis de l'expérience. En même temps, à part des gélatéraux bons à te foutre la gerbe pour le reste de la journée, je vois pas trop ce que tu peux venir chercher dans ce type d'attraction. Mais bon, ils l'ont voulu, ils l'ont eu, et maintenant ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes si le repas du midi finit dans une poubelle de la zone Cartoon Network. Et voilà, nous avons fait le tour des attractions d'IMG Worlds of Adventure, et par conséquent, nous avons fait le tour du parc. Un bilan sur tout ça, Dubik? Mais bien sûr, mes jeunes amis, IMG Worlds of Adventure est un parc qui nous aura laissé franchement perplexes. C'est impressionnant par sa structure, par la taille du dôme, sachant qu'il fait 20 degrés dans tout le bâtiment, donc t'imagines les consommations du bordel. Il y a des coasters sympas, combien même ils sont des copies de coasters qu'on peut trouver dans des parcs bien plus proches de chez nous. Il y a quelques chouettes éléments de déco dans la zone Lost Valley, mais à part ça, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Aucun Dark Ride ne nous a convaincus, quand bien même il y a des attractions partageant les ride systems du Spider-Man d'Islands of Adventure ou encore d'Indiana Jones Adventure. Mais alors ils sont à des années-lumière de la qualité de leur modèle, c'est vraiment le jour et la nuit. Côté flat, il n'y a rien de bien folichon, le meilleur étant le Talocan local qui n'arrive pas non plus à la cheville de la version de Fantasyland. Alors oui, on aura bien mangé et ce pour pas trop cher, mais c'est franchement pas un parc dont on peut vous recommander la visite. Il y a des licences de dingue, il y a un pognon de dingue, mais il y a aucune idée, aucune réelle ambition. C'est vraiment un paquet cadeau tout vide, un parc comportant des attractions pour la plupart bâclées, sans aucune conscience de ce qui fait le succès et l'intérêt des attractions dont il s'inspire. C'est un parc sans âme, sans grand intérêt, qui est vraiment parmi les moins intéressants qu'on a pu faire à Dubaï. Et pour un parc à 90 balles l'entrée, disons que ça fait un peu mal aux fesses. À côté de ça, après notre visite d'IMG, on sera parti vers un site beaucoup plus intéressant, à savoir Global Village, qui est situé non loin d'IMG et qui est une espèce de zone de vie mélangée à du food court et à de la fête foraine permanente célébrant les pays orientaux. Il y a plein de pavillons de différents pays à la Epcot avec de la bouffe locale, sauf que là il s'agit de pavillons de pays que les occidentaux considèrent comme assez peu fréquentables, genre la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan ou encore le Yémen. Ça fait drôle, mais c'est aussi ça qui fait le charme de ce site hors du commun qu'on vous recommande chaudement. Parce qu'en plus, il y a du crédit, il y a une super ambiance et on y mange vachement bien. Allez, je vous laisse ici avec l'Arche qui devait représenter l'entrée d'Universal Dubaï, projet qui a finalement été abandonné par le mastodonte américain qui a préféré se détourner de Dubaï suite à la crise financière de 2008. L'Arche est toujours présente, le site est gardé, mais si l'envie vous en prend, allez y jeter un coup d'œil. Attention seulement à l'alarme qui se déclenche une fois arrivé sur site. C'était super Universal. Ah bah là je vous avoue qu'on n'aurait pas été contre le fait de visiter un éventuel Universal Dubaï, parce que ça aurait permis de contrebalancer avec cette visite d'IMG qui n'est franchement pas un parc brillant. C'est fou de se dire que t'as un parc avec autant de licences, autant d'argent, mais que tu parviens à en faire si peu de choses. Après bon bah voilà, on sent que ce sont des investisseurs qui ont plus l'habitude de développer des centres commerciaux que des parcs à thème. De fait, bah on obtient un parc sans saveur qui ne propose que des expériences sous vide, le tout à 90 balles l'entrée. Après bah je me dis qu'heureusement qu'il n'y avait personne dans ce parc ou même dans les autres parcs de Dubaï, parce que je me dis que ce sont des endroits qui ne sont absolument pas taillés pour accueillir du monde. Pas tant en termes d'infrastructure, mais que de gestion du personnel. Là, typiquement, je vais vous raconter une anecdote, mais il y a un visiteur qui avait pris son téléphone et qui l'avait mis dans un casier, donc sur le quai de Velociraptor, avant de faire le coaster. Son téléphone s'est mis à sonner, et donc avant que le train ne soit dispatché, l'opérateur est allé chercher son téléphone dans le casier et lui a ramené pour que le mec puisse passer son coup de fil depuis le train dans la gare. Le train n'a donc été dispatché qu'après que le mec ait fini de passer son appel. Donc en dehors du fait que le guest fasse chier son monde, parce que c'est quand même lui qui a demandé à l'opérateur d'aller chercher son téléphone, je me dis que si t'as vraiment un appel urgent en attente ou qui va arriver, tu fais pas un tour de coaster, t'attends juste que ton appel arrive. Et dans tout ça, on peut déceler un certain sens du service de la part de l'opérateur, c'est pas faux. Mais alors pour ce qui est du sens de l'efficacité, c'est vraiment un très gros sujet là-bas. Après, aux Émirats, encore plus qu'aux États-Unis, c'est vraiment le pays où le client est roi. Maintenant, ouais, c'est un parc qui se visite parce que c'est hors norme, c'est gigantesque, en termes d'infrastructure, c'est complètement dingue, donc je peux comprendre que certains d'entre vous soient curieux, comme nous on l'a été. Puis il y a 2 coasters qui valent le déplacement parce qu'ils sont sympas malgré le fait qu'on les connaisse déjà. Après, si vous aimez la démesure et que votre curiosité vis-à-vis d'IMG ne vous titille pas plus que ça, gardez votre argent et allez plutôt visiter SeaWorld ou encore Warner à Abu Dhabi, qui sont des parcs bien plus impressionnants dont on parlera plus tard dans des épisodes dédiés, et qui sont surtout bien plus intéressants à visiter qu'IMG. Il est temps pour moi de clôturer cet épisode consacré à IMG Worlds of Adventure.
Adventure, j'espère évidemment qu'il vous a plu. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, et pour tout le monde, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, ça m'aidera beaucoup et ça me fera grandement plaisir. Dans la prochaine vidéo, les petits potes, nous prendrons la route des montagnes situées au nord du pays, à la frontière avec Oman, histoire d'aller tester un Alpine Coaster très joliment situé, puis nous redescendrons sur Dubaï afin de visiter Legoland Dubaï. Et jusqu'à cette prochaine vidéo où on parlera d'Alpine et de Legoland, et bien jusque là les petits potes, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao!